Elle s'appelle Virginie Gage, vous la suivez sûrement sur les réseaux sociaux, vous la connaissez peut-être sur les médias francophones, vous avez sûrement dû la voir passer, elle est incontournable. Si je vous dis Saif-Woman, eh bien oui c'est elle, si je vous dis journaliste, c'est elle aussi, et si je vous dis stand-upiste, eh bien oui c'est encore elle, un plaisir de l'accueillir, c'est tout de suite. Acteur, chanteur, musicien, photographe, des artistes en live, c'est Alabama. Virginie Gage, salut, bonjour. Salut Cathy, comment ça va? On ne sait plus comment vous présenter. Il y a trop de moi trucs non là. plus, moi non plus. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Bon, on est très content de vous accueillir parce que en fait, vous avez été à l'affiche du théâtre du Gymnase pendant 3 jours. Oui, et voilà, le petit gymnase. Le petit gymnase. Je précise. Mais c'est pas grave. À Paris, alors que vous vivez en Israël depuis 2013, vous avez changé de carrière, on va dire ça comme ça. Mais en fait, on a l'impression que c'est un rêve de toujours. Oui, c'est un peu... ça fait partie des choses que j'avais envie de faire. Vous savez, on a tous une liste quand on a 18 ans en se disant qu'est-ce que j'aimerais faire, sauter en parachute, rencontrer le prince charmant et monter sur scène. Moi, oui, ça faisait partie de mes rêves. Après, je l'ai pas vraiment mis en place. Je l'ai mis en place très tardivement. Mais oui, ça faisait partie des choses que j'avais envie de faire. Quand je voyais des humoristes sur scène, je pouvais pas m'empêcher de me demander ce que ça donnerait si j'étais à leur place. Voilà. Alors, on vous connaît beaucoup, on va dire en tout cas, ceux qui vous connaissent de longue date, grâce à vos chroniques hilarantes. Franchement, il faut le dire. C'est gentil. Et c'est génial parce qu'on a un visage enfin sur cette Saif-Woman qui nous a fait mourir de rire lorsque vous écriviez sur le site Jupop d'Alain Granat. C'était très très drôle et on se demande comment tout ça a commencé. Mais tout ça a commencé assez simplement. J'avais contacté Alain par Facebook en lui disant c'est bien ton site, mais enfin bon, à part des photos de filles à poil, il n'y a pas comme beaucoup de textes. Et donc il m'a dit bah t'as qu'à m'en faire un. Et donc à l'époque vous étiez journaliste, vous travailliez pour la télé, vous faisiez quoi? J'étais pigiste pour la presse écrite, je travaillais en agence web. Ouais. Parce que j'étais un peu en changement de carrière à ce moment-là. Et donc je lui ai écrit les 5 raisons pour lesquelles la séfarade veut épouser un ashkénaze. Et dans la panique, on a décidé de créer un personnage parce que je me suis rendu compte que j'avais plein d'autres choses à dire. Et on a créé ce personnage-là. Et je me suis rendu compte que cette fille, Saif-Woman, on lui avait donné un visuel hyper sexy. En fait, je n'avais pas mesuré ça. Et en fait, je pense que ça a créé un espèce de fantasme chez plein de mecs surtout. Et c'est marrant parce que voilà, j'ai rencontré un mec à Paris qui m'a dit c'était la fille parfaite. Elle était super, elle était bonne quoi. Et en plus, elle écrivait super bien. Donc voilà, donc je suis hyper contente parce que c'est quand même tout ce que je suis pas dans la vie. Ton visage, on n'a pas su pendant très longtemps qui était Saif-Woman. Oui, parce que j'avais besoin d'avoir la liberté de pouvoir dire des choses, que j'avais été journaliste pour la presse communautaire. Et que vous pouvez pas descendre le dîner du CRIF sous le pseudo Saif-Woman et puis après y aller et puis faire un papier pour Actu-J. Donc il fallait évidemment que je taise mon identité, c'était essentiel. C'est dur d'être comme ça schizophrène entre espèce de politiquement correct et puis oui, mais c'est un peu l'histoire de ma vie ça. Voilà, c'est ça. On est double. Oui, quand on s'appelle Virginie Gage. Oui, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je me souviens quand je bossais sur I24, on faisait des directs pour par exemple quand il y avait des événements en live, quand il y avait l'investiture de Macron, quand Macron était reçu à la mairie de Paris. Et moi, je faisais donc ce qu'on appelle du remplissage. Je commentais des images et j'avais qu'une seule envie, c'était de crier « Bon, de toute façon, vous voyez ce qui se passe, il se passe rien, les gars. On est là, on est juste en train de vous raconter. » Mais bon, enfin bref, c'est l'histoire de ma vie, ça. Il y a toujours une petite voix en backup. Elle est très forte, cette voix. Tu n'imagines même pas. Non, elle est très forte, cette voix en backup qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, mais voilà, même quand j'engueule mes filles parce qu'elles font des bêtises, j'y crois même pas moi-même parfois. Alors, arrivé quand on a, on va dire, un début de carrière comme ça, quand on écrit, quand la langue, le français, est son matériel, on va dire, de travail, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Changer de pays... c'est très dur. Tu m'inclines. Non, mais c'est très dur évidemment parce que le français c'était plus que ma langue, c'était mon outil de travail, c'était ma façon voilà, moi j'adore écrire, j'adore parler, j'adore apprendre des nouveaux mots, j'aime construire des phrases. Donc oui, la langue est quelque chose de central dans ma vie. La musique du français, cette espèce de musique comme ça. Donc oui, ça a été très difficile quand je suis arrivée ici. J'ai toujours pas chopé le truc de l'hébreu. Mais pourtant tu travailles en français, tu as réussi à travailler en français. Oui, bien sûr, mais il y avait toujours cette petite voix qui me disait
La vie ici se passe dans une autre langue. Tes enfants s'épanouissent dans une autre langue. Voilà, donc effectivement, l'hébreu est quelque chose qui reste sur mon chemin comme un objectif. C'est pas du tout quelque chose que j'ai mis à part en me disant bon, j'y arrive pas, laisse tomber. Est-ce que c'est cette espèce de trauma entre guillemets qui fait que ça t'a poussé à monter sur scène? Parce que j'ai reçu un réalisateur ici, un Israélien, Marco Carmel, que j'adore, parce qu'il est extra, et il m'a fait une confidence. Et c'était très touchant. Il a dit, moi, l'Alia, ça m'a fracassé. Et c'est pour ça que j'ai fait du cinéma, j'ai inventé un nouveau langage. Je le dirais pas comme ça, mais je crois que... Oui, mais je le dirais pas comme ça parce que moi, Israël m'a pas fracassé. Israël m'a mis devant mes contradictions. Voilà. Et je pense que les gens qui sont très pratiquants vous disent quand vous arrivez ici, c'est une terre de émet. Ici, c'est une terre de vérité. Et je comprenais pas ce que les gens disaient parce que vraiment, il y a des gens, ils vous parlent de l'Alia, ils sont complètement illuminés. On se demande quelle drogue ils ont pris. Mais en fait, je les crois maintenant, je les comprends. C'est une terre de vérité, ça veut dire c'est une terre où tu peux pas mentir, quoi, où si vraiment tu fais... C'est trop dur pour jouer la comédie? Ouais, bien sûr, tu mets ton énergie ailleurs, donc t'arrives plus à faire semblant. Moi, j'arrivais largement à faire semblant en France, mais les doigts dans le nez, je faisais semblant tout le temps, je faisais semblant de passer un bon moment avec des gens avec qui je passais pas un bon moment. Ici, il y a une espèce de notion du temps qui est tellement importante, une espèce d'urgence, que tu n'arrives plus à te dire « Bah non, moi je vais me taper 1h30 avec des gens pas cool. » Non. Alors, tu m'as dit en préparant l'émission, Israël m'a ouvert le champ des possibles. Ça veut dire quoi? Parce que je pense que forte de cette de cette contradiction avec laquelle je m'arrangeais largement à Paris, je me suis rendu compte ici que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Moi, je ne sais pas si je vais... Il y a plein de gens qui me disent Kol hakavod, franchement, bravo de réaliser ton rêve. Moi, je n'ai pas l'impression de réaliser mon rêve, j'ai l'impression de m'en approcher un petit peu. Et je pense que à Paris, dans ma zone de confort, dans mon espèce de quotidien très calibré, jamais je n'aurais eu cette possibilité. Alors, c'est quand même fou. La meuf est obligée de partir à 4000 km pour se rendre compte qu'il faut qu'elle refasse 4000 km pour aller au Paname, qui était à 4 stations de chez elle, et pour passer. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que tu vis aujourd'hui en Israël et que tu te produis. Alors, tu te produis aussi dans des petites salles, mais tu as des rêves de te produire dans des grandes salles et tu les as réalisés puisque le 4, 5, 6 juin, j'étais au Petit Gymnase, qui est quand même une salle mythique. Enfin, quand tu rentres dans les loges, on te dit que Coluche était là, que Thierry Leluron était là. C'est des gens avec qui j'ai grandi, donc c'est juste ouf. Mais moi, je pense qu'il faut que j'arrive à développer ce rêve et à l'épanouir en hébreu ici, sur des scènes ouvertes, en Israël, hébreu. Alors, tu t'es produit à Paris, donc tu nous parles de passer à l'hébreu. Apparemment, si on comprend bien, ça veut dire quoi? Tu vas écrire en français et donner à traduire tes textes? Tu vas écrire en hébreu directement? Je pense que j'ai travaillé avec un comédien israélien qui parle très bien le français, qui m'a dit que mes textes étaient très drôles en français et qui pourraient être... drôles aussi en hébreu? Drôles en hébreu, parler aux gens. Moi, j'essaie d'aborder des thèmes universels comme le couple, les enfants. Alors, il y a un femme. Oui, la femme, la place de la femme dans ce pays. La séduction. Voilà. La séduction, oui, bien sûr, évidemment. La place de la femme en France, en Israël? En France, en Israël, dans la vie, dans le couple en règle générale. Et c'est vrai qu'après, il va falloir choper le rythme. Les Israéliens sont comme les Américains qui sont très rapides en termes de flow, en termes de vannes, en termes de punchline. Et moi, j'essaye de faire du stand-up à la française, c'est-à-dire que j'essaie de raconter une histoire. Les Israéliens et les Américains racontent pas d'histoire. Ils racontent juste des vannes comme ça. Donc, c'est des petits bouts, c'est des trucs comme ça. Donc il va falloir essayer de faire un bout du chemin, de s'adapter, de proposer peut-être autre chose. Et voilà. Mais alors, je reviens quand même sur le processus créatif parce que ça me passionne, je trouve ça extraordinaire. Comment on passe d'un état X à une autre situation complètement différente où on se met vraiment en danger? Parce que j'imagine que tu n'es pas une riche héritière et qu'il faut quand même ou alors personne me l'a dit. On galère. Comment est-ce qu'on... Comment on passe à ça? Comment on se met, on s'enferme, on va plus travailler du matin au soir, on travaille chez soi, on écrit. Comment on fait? Moi, j'ai toujours alterné des périodes où j'avais un job à plein temps et le boulot de pigiste, d'indépendante. Okay. Donc, il se trouve qu'à la fin de mon aventure I24,
en février 2018. Je me suis un peu reposée parce que je me levais très tôt pour l'antenne. Je crois que c'était 4h du matin pendant plusieurs années. Pendant 2 ans, donc il faut que le corps voilà. Et puis au bout de 2 mois, je me suis dit bon, qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai commencé à prendre des petites missions d'écriture qui me prenaient pas non plus un max de temps. Et puis je me suis dit écris. Donc j'ai commencé à écrire des textes, des sketchs. Alors au début c'était des trucs qui faisaient sourire. Après j'ai regardé beaucoup de stand-uppers que j'aime bien. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne. Et je suis passée pour la première fois au Zvouloun. C'était le 22 avril 2018. Donc voilà. Oui, salut, le Zvouloun. Voilà, le Zvouloun avec David et Emmanuel Smadja qui m'ont donné une chance inouïe. C'est que toutes les semaines, je pouvais tester des trucs que j'écrivais la semaine. Voilà, donc voilà. Ça, c'était le commencement. Ça, c'était le commencement et voilà. Bon, alors, et puis, cette envie de partir à Paris, c'est quoi? Parce que ça... alors en fait, il y a eu à l'été donc 2018 le Tel Aviv Comedy Club où j'ai fait la petite tournée avec mes camarades franco-israéliens et Alex Fredo qui est franco-canadien et Farid qu'on ne présente plus. Et là, j'ai eu vraiment des discussions sur l'écriture avec eux et je me suis dit que j'avais vraiment envie d'écrire un spectacle. Gadib Guy du centre communautaire, qui est un copain, m'appelle et me demande quand est-ce que mon spectacle sera prêt. J'avais 4 pages à ce moment-là. Je lui dis janvier. Il me dit banco, tu viens le présenter chez nous. Voilà. Et donc ça, c'est la communauté juive de France qui t'a tendu la main? Oui, bien sûr, mais comme à chaque fois, c'est la famille, on va pas se mentir. Donc j'ai joué le 13 et le 14 janvier pour la première fois mon spectacle. Je l'avais jamais joué avant. J'avais fait quelques petits filages en appartement. Voilà, j'avais parodé toutes les vannes. On avait eu quelques chez Kalita. Nous avions eu le plaisir de te voir pour un petit extrait qui était très drôle. Ouais. Ce moment était très drôle, pas moi. Vous étiez plus drôle que moi à ce moment-là. Il faut dire qu'on était à Zichron Yaakov. Ils revenaient d'un dîner dégustation. On était un de peu vin tempête. Et on les a entendus arriver de très très loin. Avec mon ami Joachim, que je salue. Donc voilà, et donc après, voilà, donc j'ai écrit, et en revenant en janvier de Paris, je suis montée sur la scène du théâtre Imbal pour un soir. C'était le 26 février ici, c'était fou, c'était dingue, et Alain Asseraf, que j'adore, de Culture Access, m'a proposé de jouer 3 soirs à Paris. Et je l'en remercie parce que c'est aussi... c'est comme ça que ça a commencé. Oui, puis c'est des rencontres. Au coup de pouce d'Alain aussi. Non, c'est des rencontres, c'est des gens qui croient en vous. Moi, j'ai une chance inouïe, il y a plein de gens qui croient en moi, c'est dingue, enfin vraiment. Ta mère aussi? Je suis obligée de demander ça à Sefouman, parce que si je parle pas de sa mère à Sefouman, ça dépend des jours, mais j'ai une mère de substitution. J'ai une maman de substitution qui me pousse, qui s'appelle Cathy Bensoussan. Mais c'est vrai, en plus, on va pas se la raconter. Je l'appelle maman dans le privé. Parce que voilà. Mais il faut pas trop en demander à nos parents. Nos parents, ils nous ont donné la vie, ils nous ont élevés. Et après, c'est difficile pour ma maman de me voir à 42 ans me lancer dans ce projet-là un peu fou. Ok. Alors, Libre, c'était le titre du spectacle. J'imagine que tu vas le jouer encore et encore, ou tu es déjà sur le prochain? Non. Je vais encore le roder, je vais encore l'améliorer. Je vais sans doute jouer à Tel Aviv cet été. J'ai pas encore de date, mais je la communiquerai sur les réseaux sociaux. J'ai une date à Bruxelles en septembre, le 12 septembre, voilà. Et voilà. Et en attendant, je travaille, j'écris. J'écris pour Jacob Tsevi qui va se produire les 7 et 14 juillet à Paris, qui est quelqu'un que j'ai rencontré au Zvouloun, qui est quelqu'un que j'adore, qui a 16 ans de moins que moi, donc qui n'a pas du tout le même univers, et c'est un challenge ça aussi de s'adapter. Oui, bien sûr. Non, mais moi j'adore ça. C'est mon boulot de journaliste, moi, de m'adapter à un sujet, à un format. Donc c'est pas très difficile. Ouais. Il faut juste en avoir envie. Mais je parle de Jacob juste pour dire que il se passe des choses à Tel Aviv. Enfin, je veux dire. C'est vrai que quand on fait l'Alia, on se dit ouais, mais il se passe rien, il y a rien. Là, il y a Jacob qui joue le 7 et le 14 juillet. C'est du stand-up. Il y a le Tel Aviv du rire avec une affiche de ouf, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais. On les salue grâce à Dan Levkovitch. Vraiment. Voilà. Et donc il se passe des choses. Donc sortez, allez-y, parce qu'à mon avis, là, il y a 2 soirs, on n'aura pas des masses de chance de pouvoir les revoir, quoi. Donc je trouve qu'il se passe vraiment des choses. Ouais, même sur Culture Access, il y a
énormément de spectacles, donc il faut y aller, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on remplit pas une salle après, les producteurs prennent des risques et après ils peuvent plus en prendre. Donc il faut vraiment répondre présent. Il faut encourager les jeunes, voilà, ceux qui se lancent, ceux qui ont du courage, voilà, de changer de vie pour coller à leur vrai. Pour être qui ils sont, en fait. C'est tout. Bah, c'est bien dit. Moi je me dis, Virginie, t'as qu'un seul but dans la vie, c'est élever tes gosses et devenir qui tu es. Le reste, t'auras fait ton taf. Bon, quand est-ce qu'on saura que Virginie est devenue qui elle est ? Eh ben, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, j'ai envie de te dire. Non, pas tout de suite, mais comme je dis souvent, l'objectif, c'est pas de réaliser son rêve, c'est de s'en approcher. Voilà. Et quand tu t'en rapproches, tu le réalises un peu. Et moi, j'ai une amie que j'aime beaucoup qui me dit toujours, quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. Donc voilà, je fais ce que je peux et j'avance. Et si ça s'arrête demain, ça s'arrête demain. Et si ça continue, ça continue. L'important, c'est de prendre, de se nourrir de ça, de se remplir de ça et de se dire à la fin de la journée, j'ai bien fait. Alors j'espère que Virginie Gage vous aura donné envie de la découvrir, d'aller la voir. Donc elle se produira en juillet à Tel Aviv. On monte sur la page Facebook de Virginie pour avoir les dates, l'endroit, etc. Safe Woman, ça continue. On peut aussi acheter le livre, acheter mon livre, il en reste plein. Voilà, franchement c'est très drôle. Si vous ne la connaissez pas sous cet angle, allez-y. Vous ne regretterez pas d'avoir acheté son bouquin. Merci beaucoup Virginie. Merci Cathy, merci à vous. Que des bonnes choses. Merci, et vraiment on a hâte de te voir sur scène. Merci encore beaucoup. Et encore. À bientôt. Ciao. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama.